Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 148. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast qui est une nouvelle interview d'auteur. Je suis Johanna Vogel, je suis la coach de projet littéraire de l'ICAR et j'ai eu le plaisir d'interviewer une autrice belge du nom de Laure-Anne Braun. Alors, Laure-Anne Braun, c'est principalement une autrice de littérature de l'imaginaire pour la jeunesse et pour les adultes, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit de la littérature contemporaine. Elle a commencé avec l'auto-édition pour sa trilogie Paradoxe, qui est une œuvre d'urban fantasy dans un univers futuriste, mais elle est aussi désormais publiée chez deux éditeurs, Le Héron d'Argent et Livre Édition. Chez Livre Édition, on note notamment son roman Hanafuda, publié en 2018, qui est un récit de vie d'un jeune yakuza homosexuel aux États-Unis. Et elle a publié en 2020, toujours chez Livre Édition, Le Crépuscule des 5 piliers, une œuvre de fantaisie. Laure-Anne Braun, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le milieu du livre et de l'édition, puisqu'elle a été libraire et qu'elle est toujours correctrice éditoriale pour Livre Édition. Avec Laure-Anne, on a parlé de comment démarcher un éditeur en salon du livre et le faire bien pour décrocher son contrat d'édition. On a parlé aussi de la pression que peuvent ressentir les auteurs à devoir publier un livre par an minimum, voire beaucoup plus quand on est en auto-édition. Et on a parlé de la question de la légitimité à écrire des histoires sur des choses qu'on n'a pas vécues personnellement, notamment à écrire des histoires avec des persos qui sont de communautés ou de minorités dont on ne fait pas partie soi-même. Comme toujours, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'ICAR sur notre site licar.fr, L-I-C-A-R-E-S, mais sans plus attendre, on passe à mon interview de Laure-Anne Braun. Bonjour Laure-Anne, bienvenue dans Devenir écrivain, notre podcast. Je suis super contente de t'accueillir parmi nous et j'ai plein de questions à te poser aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation et j'ai hâte de partager avec vos auditeurs mon parcours et mon histoire. La chose la plus importante sur toi, c'est que tu es une autrice belge. Oui. Et ça nous fait plaisir d'avoir la Belgique qui est représentée dans le podcast parce que ça ne nous arrive pas souvent. Donc, j'espère qu'il fait beau en Belgique, il fait peut-être moins chaud qu'ici chez moi à Lyon. Et du coup, non, je ne suis pas en train de meubler. On va passer direct aux questions sur ta carrière car tu es une autrice surtout de littérature de l'imaginaire, mais pas que, aussi de littérature contemporaine. Tu as édité chez plusieurs éditeurs, notamment Le Héron d'Argent et notamment Livre Édition, mais tu as aussi été en auto-édition. Et je pense que ça va être ma première question. Maintenant que nos auditeurs connaissent un petit peu ta bibliographie, comme j'en ai fait le parcours global en introduction, comment est-ce qu'une personne décide de se lancer en auto-édition, puis de revenir en édition traditionnelle? Pourquoi est-ce que toi, ton premier roman, il a été auto-édité? Alors, j'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis sortie des études de graphisme, je n'avais plus envie de dessiner, mais je me suis rendu compte que j'adorais les histoires et que j'avais vraiment des histoires à raconter. Et donc, quand je suis sortie des études, j'ai profité d'un temps de battement pour écrire le premier tome de ma toute première trilogie Paradoxe. Et à l'époque, je connaissais un très charmant monsieur qui travaillait dans de nombreux domaines, dont lié à la culture, et il avait un projet d'une espèce de couveuse de projets, justement, de projets artistiques. Et c'est lui qui m'a poussée, je vais dire, en me disant, vas-y, ton projet m'intéresse, ton histoire m'intéresse, on va la publier ensemble. Et donc, en fait, il m'a accompagnée dans une première publication au format papier, du premier tome de Paradoxe, qui était donc pas tout à fait de l'auto-édition, puisque j'avais eu l'aide logistique de cette ASBL. Donc, en Belgique, on a le principe de association sans but lucratif. Et donc, lui, son but, c'était pas de rapporter de l'argent, c'était juste de faire en sorte que le projet existe.
Et moi, ça m'a bien parlé à ce moment-là. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais je n'ai pas été satisfaite du résultat du format livre. Et donc, je me suis dit, OK, maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. Ça m'a permis de rencontrer des gens de l'édition. J'ai commencé à travailler en librairie. J'ai fait la rencontre d'Émilie Ancio de chez Livresse Édition et Vanessa et Diana Calico, donc les éditrices du Héron d'Argent. Et c'est ça qui m'a poussée, je vais dire, à aller jusqu'au bout de la trilogie en auto-édition parce que je ne voulais pas la replacer en maison d'édition, mais je me suis rendu compte que l'auto-édition, c'était une énorme charge de travail. Et à l'époque, ben, il y avait moins, il y avait déjà cette entraide entre auteurs, mais je pense que la communauté auto-éditée était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui. Et moi, je n'étais pas prête à assumer tout ce qu'impliquait le travail d'auto-édition, la comptabilité, la gestion logistique, l'impression, la distribution, la diffusion, la communication, mais aussi tout le travail en amont, la mise en page, ça, il n'y a aucun souci. J'ai fait des études de graphisme, j'ai pu donc faire ma couverture, j'ai pu faire tout le travail visuel moi-même. Et donc ça, c'était un côté plaisant, vraiment, de pouvoir Mm. faire. Parce que juste pour replacer pour nos auditeurs, donc Paradoxe, c'était 2015 en fait. Donc on va dire c'est vers 2014-2015 que tu finis ton livre et que tu te dis je veux le partager avec le public, comment est-ce que je fais? C'est ça. En fait, la réflexion, elle est même venue avant, puisque 2015, c'est la réédition, c'est la première D'accord. édition papier OK, mais Oui. c'était en fait, j'ai terminé le premier tome en 2013 et là, j'ai eu envie de le publier. Et donc, tout 2014, c'est là que ça a commencé la discussion avec cet ami qui était dans cette AFBL. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, donc il y a moyen de le publier, c'est pas forcément impossible. Parce qu'on a aussi nos a priori, quand on ne connaît pas le milieu de l'édition, on se dit, mais ça va être impossible que mon manuscrit à moi soit choisi, qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres, on est un peu dans le doute. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un que je connaissais d'avant, qui était un ami, qui croyait en mon projet et qui m'a aidé à le lancer, voilà, c'est ça qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Mais l'auto-édition n'était pas un but en soi pour moi au moment où j'ai commencé à écrire. Oui, Puisque et surtout, je remarque en effet quelque chose qui est un petit peu différent dans ce que toi, tu as voulu faire, on va dire, d'une démarche d'auteur qui se lance dans l'auto-édition aujourd'hui, c'est que tout de suite, tu t'es dit papier. Tout de suite, tu t'es dit, moi, je veux mon livre en format papier. c'est ça. Alors je ne dis pas que ce n'est pas la même expérience pour des auteurs qui veulent auto-éditer aujourd'hui, mais on sait que quand on parle d'auto-édition actuellement, on est plutôt dans une démarche justement de commerce en ligne, en fait, de C'est ça. proposer son livre, alors en format e-book parce que c'est le plus facile, peut-être en papier, mais avec une logique de print on demand, que ce soit par des services d'Amazon ou que ce soit par d'autres services, mais pas dans une logique justement de comment est-ce que je fais pour faire imprimer mon livre d'une façon qui me plaise le plus et le distribuer après et trouver à comment le distribuer. Alors C'est ça. je comprends d'autant plus que c'est compliqué et que c'est des problématiques qui t'entraînent vers du boulot et ben, du boulot d'éditeur et de distributeur. Mhm. C'est ça. Et je pense aussi, enfin, moi je suis née en 89, j'ai vécu une partie de mon enfance sans Internet. Mon père a très vite eu un ordinateur, donc j'ai très vite été en contact avec le milieu numérique. Mais pour moi, il y avait à l'époque vraiment cette distinction dans ma tête où pour moi, le vrai, entre guillemets, livre, c'était le Mhm. livre qui était imprimé et qui allait finir dans la bibliothèque. Sinon, on était dans le domaine de la fanfiction, de la fanpublication ou ce genre de choses. Et pour moi, dans ma tête, quand j'ai commencé l'auto-édition, Internet n'était pas un moyen de monétisation du travail professionnel. Parce que je ne suis pas née dans une génération qui voyait, qui avait cette ouverture dès le départ, j'ai envie de dire. Ouais, Et je pense qu'à quelques années près, en effet, c'est exactement ce que tu dis. Il y a eu vraiment une révolution de la façon dont on a considéré l'auto-édition et surtout la vente du livre, en fait. Donc, je comprends tout à fait ta démarche. Et du coup, après, tes premières expériences de publication, ça a été avec le Héron d'Argent. C'est tout ça? à fait. Oui. Alors, en plus, c'est un petit peu particulier, donc, parce que le Héron d'Argent, je les ai rencontrés en salon, à la foire du livre de Bruxelles. Et à l'époque, donc, j'avais déjà mon premier tome de Paradoxe qui était imprimé. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, c'est un peu ma carte de visite. Et donc, j'ai donné des exemplaires gratuits
à quelques éditeurs que je connaissais à cette soirée de la Foire du Livre, de l'ouverture de la Foire du Livre de Bruxelles. Donc, il y avait le Héron d'Argent, il y a Émilie de l'Ivresse Édition et aussi de chez Actu SF, Jean-Laurent Del Socorro, avec qui j'ai un très bon contact et en fait que j'ai commencé à connaître parce que je travaillais comme libraire et donc j'ai eu un contact direct physique de personne à personne avec lui. Il me connaissait comme la libraire spécialisée de l'imaginaire de chez Filigrane. Et donc, il y avait un petit côté, voilà, c'était aussi un petit côté relations sociales et publiques qui, pour moi, m'a énormément aidé, en fait, d'avoir cette facilité de rentrer en contact avec les éditeurs en tant que personne. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui me posent cette question, comment est-ce que j'aborde un Tout éditeur? à fait. Est-ce que je peux lui apporter mon livre sur un salon, etc. Et moi, mon premier réflexe, c'est de faire, non, 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 surtout ne fais pas ça. Bon, moi, je l'ai fait, mais surtout ne fais pas ça. Parce que dans mon cas, donc, ce qui m'a amené à publier La Licorne, ça s'est bien fini, mais ça aurait très bien pu très mal se passer. Je veux dire, fondamentalement, un auteur qui vient chez un éditeur en disant, regardez, voilà, c'est mon livre, je vous le donne, c'est un peu moyen, hein, on va le L'éditeur, dire il le met clairement. sur la pile de tous les livres qu'on lui a donnés. Bon, ok. Enfin Voilà, voilà, c'est ça, on est d'accord. exact. Surtout quand tu es, et surtout en plus à l'époque encore plus que maintenant, un auteur autopublié, pour Voilà. lequel il a moins de considération que si tu étais un auteur qui travaillait déjà en maison d'édition. Mais tu abordes un point important, c'est celui du networking, hein, quand même, du networking et du fait d'être entré dans le milieu de l'édition, parce qu'à l'époque, tu étais libraire. Donc, on va revenir d'ailleurs sur ta carrière et ton parcours professionnel, parce que je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs, et parce qu'ils commencent à savoir maintenant que je saute beaucoup du coq à l'âne, que je J'adore me jette ça. direct dans une grosse question sans t'avoir laissé le temps de te présenter, de présenter ton parcours. Euh, mais ce qu'on dit à nos auteurs, nous, dans le cadre de la formation LICAR, c'est de ne pas négliger l'aspect justement networking, le fait d'aller dans les salons et de discuter avec les éditeurs, et qu'il faut apprendre à ne pas se censurer, mais il faut quand même apprendre à savoir comment les aborder, ce qu'on leur dit et ce qu'on leur propose. Et c'est sûr que y aller en disant, voilà, j'ai ce livre, je vous le donne, merci de le lire. Même si d'une autre manière, on aurait pu le faire avec une soumission sur Internet de son manuscrit, c'est pas exactement la même chose. Donc, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a des façons de le faire. Voilà. Euh, Après, je suis quelqu'un de très bavard, très souriant. Je sais comment parler des gens aussi. Je ne suis pas arrivée en disant voilà mon livre. Je me suis approchée, j'ai regardé le stand, j'ai dit bien sûr. ah, voilà le Héron d'Argent. Depuis toujours, elles ont cette patte particulière, ce visuel assez accrocheur. Elles ont cette démarche d'aller vers le beau livre avec de la dorure, avec des grands formats. Et ça a toujours été le cas. Et je pense que ce qui a bien cliqué aussi pour moi, avec Vanessa et Diana, d'une part, chez Le Héron d'Argent, et avec l'Ivresse Édition, avec Émilie Ancio, c'est que dans les deux cas, ce sont des éditrices qui ont commencé par la petite édition. Alors, si je me souviens bien, Émilie Ancio, elle a commencé chez mon petit éditeur. Et Vanessa et Diana, je ne sais plus où elles avaient publié leur premier tome, mais c'était aussi une toute petite structure éditoriale où elles devaient énormément faire de démarches par elles-mêmes, de salons, de communication, etc. Donc, il y avait cette dynamique presque d'auto-édition. Et dans les deux cas, elles se sont lancées parce qu'elles se sont dit, bah, mon expérience d'édition n'a pas rencontré toutes mes attentes. Comment est-ce que moi, je pourrais faire pour que mes attentes soient rencontrées et qu'en plus de ça, je puisse offrir à d'autres auteurs une structure qui correspond à ma vision du monde de l'édition. Mhm. Donc, elles n'ont pas du tout la même vision, mais ce qui m'a touchée chez les deux, je pense, c'est qu'il y a tout de suite eu ce lien au niveau des valeurs. Et ça va rejoindre un sujet qu'on va sûrement aborder par la suite, la relation auteur-éditeur. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, de discuter avec elles et d'avoir vraiment cet échange avant moi de venir en disant, ben voilà, j'ai un livre, je l'ai publié, j'aimerais écrire d'autres choses, j'aimerais publier d'autres choses. Est-ce que vous ne voulez pas voir ce que j'écris et est-ce qu'on ne peut pas envisager un partenariat, que ce soit pour ça ou pour un autre projet futur?
Tu abordes quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que quand on dit à nos élèves, vous avez le droit de vouloir choisir votre éditeur, c'est un partenaire de travail en fait, et il faut que vous soyez à l'aise avec la personne avec qui vous travaillez. Souvent, ils ne comprennent pas parce qu'ils nous disent non, mais en fait, je travaille avec celui qui veut bien de moi, en fait. Parce que Ouais. c'est tellement difficile de trouver un éditeur, c'est tellement difficile d'être édité que je peux pas, j'ai pas le loisir de choisir. Et je pense que c'est important que tu parles avec ton expérience du fait que non, en fait, on a le droit aussi de vouloir travailler avec des gens qui partagent nos valeurs et puis d'être attiré par certaines maisons d'édition plutôt que d'autres. Et il y a des chances que ça se passe d'autant mieux dans la collaboration si on partage les valeurs de ces personnes et si on admire leur travail, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi un aspect compartimenté. C'est-à-dire que les projets que je propose à Émilie Ancio chez Livresse Édition, c'est parce que maintenant je connais ses valeurs de travail et je sais aussi quel type de projet peut l'intéresser. Chez le Héron d'Argent, on n'a pas du tout la même manière de travailler. Le Héron d'Argent, elles travaillent, en fait, elles ont des projets qu'elles vont proposer aux auteurs. C'est-à-dire, moi, avec Paradoxe, je leur ai proposé de lire le premier tome et le week-end même, parce que Vanessa et Diana étaient encore une toute petite structure et qu'elles avaient le temps d'accorder du temps justement à la recherche du bon profil d'auteur. Et elles m'ont dit, bon, Paradoxe, on ne va pas le publier, mais il y a tel passage qu'on a vraiment aimé au niveau des ambiances, au niveau du phrasé, au niveau du style. On aimerait que tu nous écrives quelque chose qui va dans cette direction-là et qui correspond à tel thème, qui touche à telle époque, avec tel type de personnage. Et donc, en fait, ça a été un travail de commande. Elles m'ont Mm. donné, je vais dire, une liste de mots-clés et de thèmes à aborder dans le texte. J'ai proposé plusieurs synopsis. Elles en ont choisi un. Sur base de ce synopsis, j'ai développé un plan par chapitre qui a été approuvé. Ensuite, le premier jet a été écrit, relu et commenté par Vanessa. J'ai effectué les modifications, il y a eu le travail éditorial et puis tout a coulé comme d'habitude. Mais c'était vraiment cette démarche de, au départ, nous, euh, le Héron d'Argent, elles ont des projets, elles ont une ligne éditoriale qui est très claire, elles ont des histoires qu'elles ont envie de voir écrites, mais Vanessa, elle aime voir la réalisation des projets, je pense davantage que l'écriture en tant que telle, parce que l'écriture, on va sûrement en reparler aussi, mais c'est une besogne par moment, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Et donc, je pense que le métier d'éditeur et le métier d'auteur sont d'une certaine manière pas incompatibles, mais en tout cas, voilà, il faut compartimenter. C'est pour ça que je parle de compartimentation. Il faut vraiment compartimenter. On parlera du planning aussi d'auteurs, de travailleurs, comment on s'arrange. Je trouve que tout ça, c'est très intéressant. Et donc, compartimenter au niveau du planning, mais aussi au niveau des idées et aussi au niveau de la relation de travail. Parce que la relation d'autrice-éditrice que j'ai avec Émilie Ancio n'est pas du tout la même que la relation que j'ai avec Vanessa et Alors, qui a évolué d'ailleurs, qui a fort évolué. Donc ça, on pourra en parler aussi par rapport à mes remises en question, à mon état actuel, etc. Comment je vois l'édition aujourd'hui. Et ben, la vision qu'on a de l'édition, elle peut évoluer et c'est peut-être normal parfois que si un projet a plu à un éditeur, ben, les autres ne vont plus lui plaire à celui-là. Et il ne faut tout à pas fait. s'enfermer dans une relation avec un seul éditeur. Tout à fait. C'est aussi quelque chose que Lucie a pu dire à plusieurs reprises dans le podcast, que le fait d'aller du côté de démarcher plusieurs éditeurs et d'avoir plusieurs cordes dans son arc ou pas tous ses œufs dans le même panier, c'est une force pour les auteurs et c'est quelque chose qui est très important, surtout qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un éditeur. Un éditeur, il peut mettre la clé sous la porte pour plein de raisons. Et du coup, vous vous retrouvez peut-être le bec dans l'eau si justement vous n'aviez des publications que chez une seule personne. En tout cas, merci d'avoir parlé d'une expérience d'écriture et de publication qui est un petit peu particulière et qu'on n'a pas vraiment abordé dans le podcast jusqu'à présent, qui était la commande en fait. Ce que tu Oui. nous as décrit avec ce que t'as demandé le Héron d'Argent. Alors, je vais faire un pas un petit peu en arrière, justement, maintenant qu'on a bien parlé de comment est-ce que tu t'es lancé dans l'édition et comment ça s'est passé pour toi, ces premières expériences avec les éditeurs, pour parler justement de toi et de ta profession. Une chose, je sais, qui peut intéresser nos éditeurs, c'est de savoir comment se passe ta vie, en fait. Comment est-ce que tu t'organises? Tu nous as laissé entendre que quand tu as
démarré en tant qu'autrice, que tu as fait cette première publication de Paradoxe, tu voulais être autrice, tu voulais vraiment que ce soit quelque chose qui fasse partie de ton identité professionnelle, mais tu voulais peut-être pas forcément vivre de ça à plein temps. Est-ce que tu avais un métier à côté? Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que tu t'organises entre ton métier, peut-être ta famille et ton travail d'écriture? Ah, c'est une question très dense et j'aime beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Quand j'ai commencé la publication avec Paradoxe, donc comme tu l'as dit, j'étais à ce moment-là employée, donc j'étais chez Filigrane, grosse librairie de Bruxelles qui est assez connue, qui voit passer beaucoup d'auteurs, donc ça a été très enrichissant pour moi à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense la situation du monde littéraire, elle est compliquée déjà depuis pas mal d'années. Et moi, donc, comme je l'ai dit, pour moi, la vision du livre, c'était le livre papier imprimé. J'ai toujours voulu être autrice dans le sens où j'ai commencé à écrire ma première histoire, j'avais 8 ans, et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais cessé d'inventer, de créer des histoires, et j'avais toujours, je vais dire, cet imago, donc cette vision, euh, cette illusion un petit peu parfaite de la vie d'écrivain, qui était la vie de l'écrivain qui vit dans sa tour d'argent, j'ai envie de dire, qui écrit, qui rêve, qui produit, qui consacre sa vie à ça, parce que je me rends compte aujourd'hui, justement en parlant de planning, que c'est très difficile de concilier plusieurs activités, d'autant plus que je suis indépendante, donc ça va être très intéressant de parler de tout ça. J'avais cette vision de l'écriture va faire partie intégrante de ma vie. Et je me suis rendu compte, après avoir publié mon premier roman, après avoir commencé à m'impliquer dans le monde de l'édition, que je pouvais très bien euh, faire de l'écriture ma vie sans que l'écriture en tant que telle ne soit au centre de toutes mes activités, enfin, soit plutôt l'activité angulaire de tout. C'est-à-dire que je passe mon temps à réfléchir à l'écriture, à parler d'écriture, à rédiger des textes, à corriger, à relire, à mettre en page, etc. Mais au final, le temps que je pouvais avant consacrer à l'écriture, c'était peut-être 1 heure ou 2 par jour. C'est pas énorme par rapport à ce que je vis C'est déjà aujourd'hui. bien. C'est C'est déjà déjà bien si tu as un emploi à plein temps à côté, des choses à faire, mais on est d'accord que par rapport à quelqu'un qui pourrait y consacrer toute sa journée, c'est un peu frustrant, mais c'est déjà bien. C'est ça. Et en fait, je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Je suis quelqu'un qui fonctionne par phase, qui fonctionne à l'inspiration. Et j'ai un gros challenge de planification qui a des retombées aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, je suis indépendante à titre complet parce qu'en Belgique, on a la possibilité d'être indépendant qu'on appelle complémentaire, donc avec un revenu de base et l'activité d'un indépendant vient sur le côté, donc on a moins de charges à payer, moins de paperasse, moins de charges mentales du fait d'être indépendant. Donc c'est très agréable et ça permet vraiment de se lancer petit à petit, de prendre la mesure de l'ampleur du travail qui nous attend. Donc j'ai pu faire toute cette transition et l'année dernière j'ai pu passer indépendante à titre complet parce que donc je suis correctrice relectrice, je suis coach en écriture. Donc, j'ai plusieurs coachés que je suis depuis plusieurs années sur différents projets littéraires. Je fais de l'animation d'ateliers d'écriture, notamment avec l'Université de Mons, mais aussi avec des petits groupes. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des petites, je vais dire, des petites tâches liées à l'édition annexe, c'est-à-dire toute que ton, euh, toute ton activité professionnelle, elle tourne toujours autour du milieu du livre. C'est pas parce que tu es exact. plus libraire que que tu es parti dans une autre direction, quoi. C'est ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper. Moi, ça a été hyper enrichissant parce que à partir du moment où j'ai mis le pied dans le circuit du livre à travers le travail de libraire, j'ai déjà commencé à comprendre, à mieux cerner les attentes des lecteurs. Puisque toute la journée, j'étais en contact avec des lecteurs, je parlais avec eux des nouveautés. Donc, je lisais les nouveautés, je les proposais, je les présentais, je commandais les livres auprès des éditeurs. Et donc, j'ai commencé à rencontrer évidemment leurs représentants. Et ça a été vraiment une ouverture pour moi parce que je me suis rendu compte de tout ce que la création
plutôt à ce moment-là de tout ce que la vente d'un livre impliquait. Quand j'ai commencé à travailler plus en partenariat avec l'Ivresse Édition, parce que donc je suis correctrice surtout avec l'Ivresse Édition, même si ça c'est un peu en discussion aussi pour le moment par rapport à la gestion du planning, mais pendant des années j'ai été la correctrice principale de l'Ivresse Édition et j'ai suivi à ce moment-là le développement du livre de toutes ces étapes en fait. Moi j'avais déjà l'écriture, j'avais déjà la mise en page et tout l'aspect visuel. Et en travaillant avec Émilie, j'ai compris l'implication de l'éditeur, le rôle de l'éditeur, la charge du planning, de la communication. Tu as compris de l'intérieur tout ce que comportait ce métier-là et toutes ces tâches-là. Et ça me fait me poser une question justement. Donc, tu n'es pas la première correctrice qu'on a sur le podcast, mais on n'en a pas beaucoup. Est-ce que tu as l'impression qu'être correctrice, ça fait de toi une meilleure autrice en fait? Est-ce que tu as l'impression que clairement ça t'aide dans ton travail personnel d'écriture ou au contraire, ceci est ma question. Alors, clairement, c'est hyper enrichissant pour moi. Parce que donc, depuis toujours, j'aime la langue française, j'aime les structures de phrases, j'aime travailler sur les figures de style, même si je suis assez nulle d'un point de vue technique là-dessus, je vais l'admettre. Hein. Moi, ma compétence, elle est plus dans l'aspect grammatical et syntaxique. C'est vraiment mon point fort de déconstruire les phrases d'un point de vue grammatical et syntaxique pour voir comment ça implique la lecture que va en avoir le lecteur justement sur le message qui passe derrière. Et le fait de pouvoir travailler sur les textes d'autres personnes m'a permis de prendre des habitudes de réflexion et de questionnement personnel. Ok, cette phrase, elle est structurée comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'intention derrière? Il y a un verbe faible. On dit tout le temps aux jeunes auteurs, évitez les verbes être, avoir et faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on doit les éviter à tout prix? Non, ça n'aurait pas de sens. Mais du coup, quelle est leur utilité? Donc, le fait de travailler en tant que correctrice m'a permis de plonger complètement dans ce questionnement de quelle est l'utilité du mot que j'emploie à tel endroit, en fait. Comment est-ce qu'on devient correctrice, Laurane? Alors là, je ne vais pas m'avancer parce que... Toi personnellement, comment est-ce que tu en es venue à être correctrice chez l'Ivresse? Alors, j'ai un parcours un peu particulier puisque, comme dit, moi, j'ai un diplôme de graphiste. Donc, je n'ai pas du tout de diplôme lié à la langue. Mais j'ai fait 2 années de traduction avant de faire du graphisme, où j'ai eu des cours de linguistique très avancés, où je me suis vraiment éclatée sur ce point de vue d'analyse du français et de ces blocs, ces composants. Ça a vraiment été génial. Mais du coup, quand j'ai rencontré Émilie, au départ, elle m'a juste demandé est-ce que tu peux relire un de mes textes? C'est mon prochain roman. Et en fait, quand j'ai lu son texte, j'ai commencé à corriger. Et j'ai vraiment corrigé dans le texte directement, sans aucune compétence. Hein. C'était vraiment avec mes petits talents à moi de l'époque. Et en fait, ça s'est super bien passé. Émilie a aimé mes commentaires. Voilà, au niveau du français, j'étais peut-être un peu plus rigide qu'à l'époque aussi parce que je comprenais les choses différemment. Mais il y a vraiment eu tout de suite ce déclic où on s'est dit, OK, au niveau du style et de la structure, on a ce même caractère d'aller chercher la petite bête. Vraiment aller dans le détail. Et ça a très bien matché avec Émilie. Et donc, elle m'a proposé, est-ce que ça te dirait de faire un peu plus de correction, etc. À ce moment-là, moi, en fait, j'essayais de me sortir de ma situation chez Filigrane parce que c'est quelque chose qui est de notoriété publique en Belgique. C'est que Filigrane, c'est une librairie qui a un très beau rayonnement, mais son patron était quelqu'un qui avait des comportements problématiques et toxiques. D'accord. Et l'ambiance de l'entreprise n'était vraiment pas bonne. Moi, j'ai subi de la pression par rapport à ma chef de rayon. J'étais aussi dans une situation un peu particulière. J'ai l'art de me mettre dans les situations particulières. J'étais en fait à mi-temps dans un rayon et dans l'autre, et ça causait plein de soucis parce que je suis aussi amatrice de jeux de rôle et de jeux de société. Et donc, quand j'ai commencé à travailler en rayon, j'ai pris 2 casquettes, l'imaginaire et les jeux de société. Et ça a causé plein de soucis. Et tout ça pour dire que, en fait, j'étais en recherche d'autre chose. J'étais en recherche d'une reconversion Et ça s'est bien professionnelle. goupillé, quoi. Ça s'est bien goupillé. J'ai fait une formation de proofreader en ligne
qui s'est pas trop bien passé, mais ça m'a permis de prendre confiance en mes compétences, en fait. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai passé le projet Voltaire aussi pour une première fois pour avoir une D'accord. certification de mon niveau de français, puisque j'avais pas de formation de correctrice. Donc, bon, mon premier résultat au Voltaire, c'était 834 sur 1000. La dernière fois que je l'ai passé, j'étais à 984 sur 1000. Donc, je pense que niveau connaissance du français, ça va, je me suis améliorée. Et, euh, et en fait, donc oui, c'est vraiment le partenariat avec Émilie qui a lancé le truc. Et puis, je me suis ouverte à d'autres auteurs. D'accord. En dehors de la maison d'édition, des jeunes auteurs qui cherchaient une relecture, etc. Mais à ce moment-là, j'étais à mi-temps indépendante. Donc, comme j'avais mon auto-édition et la correction avec Émilie, ben, j'ai pas trop cherché de clients non plus. Mais ce que je voulais te entendre, en fait, et ce que tu nous as dit, c'est que souvent, justement, en France surtout, et je pense que ça doit être la même expérience en Belgique, les gens sont très cantonnés à la formation universitaire qui te Oui, met sur la bonne case pour pouvoir postuler au bon emploi. c'est ça. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de missions, notamment dans le milieu de l'édition, qui correspondent pas à ça. Alors, je dis pas que une personne qui a fait des études de lettres et qui a justement toute l'expérience qu'il faut après dans le milieu de la librairie, elle n'aura pas un gros avantage sur quelqu'un d'autre quand elle va chercher des boulots de correctrice. Mais il ne faut pas négliger le fait que pour tout un tas de missions, c'est aussi beaucoup le relationnel qui joue, c'est aussi beaucoup son expérience personnelle, même quand elle est pas, elle nous permet pas de cocher toute la bonne case, et C'est ça. qu'il est possible en fait de prétendre à un certain nombre de tâches, à un certain nombre de métiers, même quand on ne vient pas d'un milieu spécifique ou qu'on n'a pas les compétences en amont et qu'on peut se former ensuite, comme toi tu l'as fait en décidant, ben voilà, ça commence à bien se passer, ben maintenant ça va aller de mieux en mieux parce que je vais encore plus gonfler mes connaissances maintenant que je sais que c'est ça que je voudrais faire. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était vraiment intéressant sur ton expérience dans le milieu de l'édition en tant que quelqu'un qui travaille finalement avec un éditeur, qui travaille pour un éditeur comme autrice, mais pas que. Oui. Et je voudrais qu'on embraye sur deux questions qui sont plus... alors, une sur, on va dire, toujours ton expérience d'auteur, et une autre question qui est plus sur ton œuvre elle-même. Et la question sur ton expérience d'auteur, là, je vais rappeler un petit truc off qu'on s'est dit avant de se lancer ensemble sur l'interview. On parlait toutes les deux de la course à l'efficacité, en fait, que peuvent subir certains auteurs qui se lancent aujourd'hui. Nous-mêmes, à l'ICAR, souvent, on vous parle du fait de vouloir devenir un auteur professionnel et de vouloir faire de l'écriture votre métier et donc de gagner de l'argent avec l'écriture. Et on vous explique qu'à un moment, eh ben, c'est pas magique, que si vous voulez vraiment gagner votre vie seulement en étant écrivain, il faut écrire beaucoup de livres en fait. Il faut avoir un rythme d'écriture qui est un peu soutenu. Si vous êtes dans l'édition traditionnelle, on va parler d'un minimum d'un livre par an. Et si vous êtes dans l'auto-édition, alors n'en parlons pas, on est au moins à 4 ou 5 livres sur l'année. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu Oui. évoqué ensemble avec Laurane avant de se lancer dans l'enregistrement du podcast. Et je trouvais que notre conversation était super intéressante et j'aurais voulu que tu puisses t'exprimer sur ce sujet à nouveau. Alors, c'est super intéressant en effet comme question parce que je pense que quand on veut se lancer en tant qu'auteur à, à temps plein, il y a en effet ces deux options. D'une part, l'auto-édition avec un rythme très très soutenu et d'autre part, l'édition classique où en effet on va attendre au minimum un roman par an. Et je pense que ça s'est quand même fort accéléré du fait qu'il y a des auteurs qui ont le temps de d'écrire et de publier à ce rythme de un roman par an, mais ce n'est pas le cas de tous. Et même dans le cas de l'édition traditionnelle, certains auteurs publient 3 ou 4 romans par an. Je pense notamment à Ariel Holz, l'auteur des Sœurs Carmine. Depuis quelques années, il en est facilement à 2 ou 3 romans par an. Moi, quand j'ai commencé, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait cette pression du rythme d'écriture. Mais j'étais dans cette optique, ok, un roman par an, c'est tout à fait faisable. Puisque tu as évoqué mon parcours d'écriture, je pense que depuis 2015, il y a eu les 3 tomes de Paradoxe, il y a eu Anafuda et il y a eu les 5 piliers que j'ai publiés en roman. Et donc, sur 8 ans, quasi,
on en est à 5 romans parus. Plus les nouvelles. Alors, je n'ai pas Plus les évoqué nouvelles. le fait que tu as participé à des recueils de nouvelles pour ton éditeur Livresse, mais tu t'es jamais arrêté en plus. Et même en 2021, avec et je vais trouver mon mot, dossier confidentiel, qui est un cahier d'exercice pour les auteurs. Enfin, voilà, tu as dépoté, quoi. Tu t'es pas Oui, arrêté. je ne me suis pas arrêtée et je pense que c'est intéressant de parler de ça justement parce que là maintenant je ressens le besoin de m'arrêter. Ça fait depuis 2019 que je n'ai pas terminé un manuscrit. Je veux dire terminer un manuscrit au stade de publication parce que j'ai terminé des premiers gestes. Ça, c'est pas un problème. J'écris et je produis énormément, mais je ne publie plus de choses nouvelles depuis 2019. Les textes qui sont parus après sont des textes que j'avais écrits avant. Les Animaux Fantastiques, je l'ai terminé en 2018 et les Piliers, je l'ai terminé en 2019 et il a été publié en 2020. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je m'y perds un peu. Surtout avec le confinement, avec le Covid, etc. J'ai un peu l'impression que depuis 2 ans, je suis en flottement, en remise en question par rapport à l'écriture. Donc oui, il y avait en tout cas cette envie quand j'ai commencé de tenir ce rythme d'au moins une publication par an. Alors, juste, je te 3 coupe romans. parce que je me suis rendu compte que j'ai parlé d'argent, mais c'est pas que l'argent, en fait. Quand on dit aux auteurs, essayez de publier un livre par an, c'est aussi une affaire de ne pas sortir du viseur des lecteurs. C'est Un ça. peu comme quand on dit à un acteur, ben, il faut pas que tu disparaisses de la scène et des écrans pendant 5 ans parce que sinon on va t'oublier et on va passer à un autre acteur. Alors, je pense que la pression, elle est moins forte peut-être, mais il y a quand même cette pression-là que les jeunes auteurs se mettent beaucoup. C'est sûr que si on compare, je vais dire, les royalties d'un acteur pour un film et pour un auteur pour son livre, on est dans 2 mondes financiers totalement différents. Donc oui, Malheureusement. l'impact financier n'est pas le même, c'est sûr. Mais en effet, et c'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi ces 2 dernières années avec ma remise en question, parce que bon, j'avais la chance que les Piliers et les Animaux Fantastiques étaient prévus en sortie, même si je n'arrivais plus à écrire quelque chose dans le but de le publier pour des raisons personnelles, parce que remise en question, etc. Donc oui, j'ai quand même toujours maintenant cette pression de me dire, si j'attends trop longtemps, je vais sortir du viseur. Mais je pense aussi qu'il faut être capable de se poser la question quand on en ressent le besoin et de ne pas faire l'autruche, de ne pas continuer malgré tout. Parce que si j'ai cette remise en question maintenant, je sais que c'est une période difficile, je sais que je publie moins et que voilà, il y a des lecteurs qui attendent la suite des Piliers depuis 2 ans, mais je n'y arrive juste pas et je ne peux plus me mettre cette pression de me dire je dois écrire pour mes lecteurs. Parce qu'en fait, j'ai une insatisfaction par rapport à mes sorties précédentes du fait de les avoir publiées entre guillemets trop vite. Donc c'est un peu le paradoxe. Je pense qu'il fallait que je publie et que je fasse des erreurs pour me rendre compte que c'était des erreurs et pour avoir cette maturité, cette prise de recul qui me permet aujourd'hui de me dire est-ce que j'ai envie de me forcer à écrire mon roman pour qu'il soit publié ou est-ce que j'ai envie d'écrire quelque chose qui a du sens pour moi, qui me transforme moi, qui me fait du bien, même si les lecteurs et lectrices ne seront peut-être pas au rendez-vous. Donc, c'est une question qu'on peut se poser s'il n'y a pas cet impact financier. Avoir une attente financière en se disant je dois publier parce qu'il faut que je mange, je pense que moi, je n'aurais pas pu le vivre. Je n'aurais pas pu tenir le rythme. Et tu parles des auteurs auto-édités qui doivent publier 3, 4, voire plus de romans par an. Peut-être que tu connais Adé Martel, c'est une autrice qui est publiée chez Livresse Éditions pour des nouvelles, qui maintenant est chez Scrineo pour sa duologie de steampunk. Elle s'est lancée en auto-entrepreneur en Belgique dans son business plan, de base, il était prévu qu'elle devrait écrire 4 romans par an au minimum. Donc, c'est un roman qui doit sortir tous les 3 mois. Donc, ça veut dire, en gros, si on schématise, c'est 1 mois d'écriture, 1 mois de relecture et de travail éditorial, 1 mois de mise en page, de couverture, de présentation, de communication, et puis la mise en vente sur Amazon, et on repart déjà sur le roman suivant.
Il n'y a pas de temps mort, en fait. C'est ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est de rassurer nos auditeurs sur le fait qu'il n'y a pas une mauvaise façon d'être un auteur et de gérer sa carrière. Et c'est pas parce que justement vous décidez que vous n'allez pas, enfin, vous allez pas essayer ou vous avez pas envie de tenir ce rythme de un livre par an ou plus que vous êtes un mauvais auteur et que vous ne pouvez pas avoir une carrière. Ça ne sera pas peut-être une carrière, comment on peut dire, consensuelle, de la façon dont les éditeurs peuvent vous pousser pour faire carrière, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise façon de faire en fait, et c'est important de comprendre ce qui marche pour vous dans votre façon d'écrire et dans ce que vous voulez pour votre vie. C'est sûr que si vous voulez faire de l'argent, ben, ça va être compliqué, oui, d'écrire un livre tous les 5 ans et d'espérer. C'est pas impossible, hein, si vous êtes le gagnant du loto et que Spielberg se penche sur votre livre et on achète les droits et fait un film derrière, comme dirait Lucie. Bon, Ah, le disons, fantasme de l'adaptation. statistiquement, ça va être un peu plus compliqué si vous écrivez un livre tous les 5 ans que si vous multipliez les romans. Après, voilà, je pense que c'était important que tu nous parles de ton expérience et de ce besoin, ou c'était même pas qu'un besoin, c'était une obligation pour toi à un moment de faire un pas de côté et de dire, tu sais quoi, j'arrête l'engrenage en fait. C'est Je, ça. je me pose les bonnes questions, je fais une pause et je me ressens sur, je veux écrire quoi, je veux écrire quoi pour qui. Exact. C'est exactement ça. Et je pense que ça fait. C'est normal, en fait, d'avoir peur de mettre cet engrenage sur pause. Mais j'étais arrivée à un stade où je me sentais comme un hamster dans sa roue et je n'avais plus le temps de prendre ce recul sur ce que j'écrivais. Et bah, tant qu'à faire, est-ce que je peux du coup déjà parler de cette expérience de relecture et de tout le questionnement que ça m'a apporté? Est-ce que tu penses que c'est pertinent d'en parler Mais maintenant? vas-y, je t'écoute. Et nos éditeurs t'écoutent, lance-toi. Donc en fait, l'année dernière, j'ai écrit énormément. J'ai écrit l'équivalent de la trilogie du Seigneur des Anneaux en quelques mois. Waouh. Et avant ça, j'avais clôturé le premier jet de mon tome 2, mais j'en étais pas satisfaite. Donc, Le Crépuscule des Cinq Piliers, tome 2, c'est une histoire que je travaille depuis plus de 6 ans maintenant. Et en fait, en écrivant ce tome 2, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin d'une bulle de respiration. Je vais me lancer dans un autre projet sans prise de tête. Et en fait, j'ai posé les doigts sur le clavier. Et 4 mois plus tard, j'avais écrit 400 000 mots sur cette histoire. J'avais tout sorti. Et j'étais dans cet engrenage à l'époque encore. Je suis le hamster dans sa roue, j'ai écrit mon roman, il faut vite que je le corrige et que je le publie. Il est écrit, donc je dois en faire quelque chose. Et en plus, j'ai une trilogie qui est prête, donc allons-y, lançons-nous. Et donc, j'ai commencé à planifier un système de prépublication en ligne parce que j'avais envie de créer tout un projet. Enfin, c'est un projet de malade que j'ai en tête. Je ne vais pas trop en dire parce que j'ai plus envie de trop me projeter là-dedans, mais il est arrivé un moment donc, où je me suis dit, OK, je vais le publier, donc je vais le faire relire à plusieurs personnes, dont une amie qui a été assez proche de moi à l'époque où je travaillais chez Filigrane, justement. On a eu toutes les deux une expérience de travail assez similaire là-bas, et donc ça nous avait liés. Et donc, je lui ai fait lire ce texte en lui disant, voilà, je touche à un sujet que je ne connais pas trop, est-ce que tu peux me faire ton retour? Et elle m'a fait un retour qui était très froid, que j'ai eu beaucoup de mal à encaisser, hein, je ne vais pas vous le cacher, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai aussi un ego d'autrice, même avec le travail de correctrice et cette habitude de prendre du recul, ben, quand je suis arrivée face à son commentaire, je n'ai pas su comment le prendre. Et au départ, j'étais contente parce qu'elle m'avait donné des pistes intéressantes. Et puis vient le stress de, oui, mais si je dois retravailler tout ça, est-ce que je vais pouvoir le publier, le lancer comme j'avais prévu? Et j'ai eu le choix. Soit je gardais le doigt dans l'engrenage et je disais, tant pis pour tout ce qu'elle m'a dit, je ne me Oui. remets pas en question, je continue et je le publie tel qu'il est. Soit au contraire, je me dis, wow, wow, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et donc, j'ai fait ce pas de côté en me disant, OK, elle dit ça, mais est-ce que c'est moi qui suis une mauvaise personne? Est-ce que c'est moi qui ai mal travaillé mes personnages? Est-ce qu'au fond, c'est elle qui a pris le sujet trop personnellement? Peut-être qu'elle était trop proche de ce sujet.
Il faut savoir que pour le coup, elle m'a fait du sensitivity reading alors que je n'avais pas imaginé qu'elle pouvait me donner ce type de feedback. Alors, je vais te couper justement pour un petit peu expliquer à nos auditeurs ce que c'est le sensitivity reading. Je ne suis pas sûre. On en a parlé un petit peu dans le podcast, mais je fais une redite, ça sera bon pour tout le monde. Donc, c'est une pratique qui nous vient surtout des pays anglo-saxons, d'où le nom en anglais, parce qu'en français, on n'a pas encore trouvé un terme un peu que tout le monde utilise. C'est l'idée que quand vous abordez un sujet de société, mais pas qui ne vous touche pas vous personnellement, vous allez vous tourner vers un bêta-lecteur qui, lui, est touché personnellement par ce sujet et qui, du coup, peut vous faire un retour, on va dire, au centre de sa communauté. Donc, par exemple, imaginons que vous êtes une personne blanche qui veut parler d'une population de couleur, que ce soit dans un pays d'Afrique noire ou que ce soit au Moyen-Orient, enfin, une société que vous ne connaissez pas personnellement à titre personnel, et vous vous dites, ben moi, je voudrais quelqu'un qui a une connaissance intime en fait de cette communauté et des sujets qui sont importants pour cette communauté, pour savoir si ce que je dis, ça résonne avec eux ou pas. Ou ça peut être, par exemple, par rapport à l'orientation sexuelle de votre personnage. Si votre personnage, et c'est une des choses qu'on va aborder avec Laurane, parce que c'est le cas dans son roman, est par exemple un homme homosexuel et que vous êtes une femme hétérosexuelle, vous pouvez avoir envie de demander à un bêta-lecteur qui, lui, fait partie de la communauté LGBT ou qui est carrément justement un homme gay, ce que lui pense de la façon dont vous abordez certains thèmes, dont vous faites le portrait du personnage, pour qu'il vous donne son regard par rapport à son expérience personnelle, lui, et comme représentant quelque part de cette communauté. Voilà. Et donc, exact, c'est très bien résumé, très bien expliqué. Et donc, comme dit, j'ai envoyé ce texte-là à cette amie et j'ai pas pensé qu'elle allait me faire un retour comme ça. J'ai pas pensé que j'avais autant touché à ses traumas personnels, à son vécu personnel, à son histoire, à elle. Et donc, on a eu une discussion là-dessus où je lui ai dit, oui, mais enfin, je comprends ta remarque, mais s'il te plaît, donc, tu dis que je n'ai pas fait de recherche, mais j'ai fait des recherches, j'ai regardé des documentaires, j'ai écouté des gens de ce type de quartier, j'ai regardé des films, j'ai lu des articles, voilà, j'ai même demandé des témoignages à des gens. Et là-dessus, elle m'a j'avais répondu, l'impression d'avoir fait le boulot, quoi. c'est De me ça. documenter et de pas juste avoir balancé des choses que j'avais en tête. J'avais l'impression de m'être documentée et d'avoir réfléchi à mon perso et à cette thématique donc d'un jeune homme homosexuel. Voilà, alors dans le cas de cette histoire-là, donc pas de Hanafuda, Hanafuda, hein, mais je replace. je vais revenir sur Hanafuda après parce que c'est aussi très intéressant et que du coup, bah, la discussion que j'ai eue avec cette amie a un peu mis en lumière tout ce que j'avais écrit jusque-là. Donc, on a eu cette discussion. Je lui dis, bah voilà, j'ai des ressources, j'ai fait des recherches, etc. Et elle me dit, tu n'as pas choisi les bons témoignages. Et donc là, j'ai été un peu prise de court parce que je me suis dit, de toute façon, un témoignage, déjà, ce n'est qu'un témoignage. Et ça, moi, je l'entends. Ce n'est qu'un point de vue. Euh, C'est Moi-même, toujours le problème aussi avec le sensitivity reader et la personne que tu interpelles aussi. C'est-à-dire quand exact. c'est un bêta, mais est-ce que c'est son témoignage personnel à lui et sa vision justement de son parcours personnel, ou est-ce qu'il a vraiment cette capacité un peu de transcender son expérience personnelle pour parler au nom de sa communauté? Oui. C'est compliqué. Oui, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment cet aspect du témoignage, il y a cet aspect du vécu personnel, il y a le contexte, il y a ce qu'il va impliquer. Par exemple, quand on est une femme aujourd'hui et quand on est un homme aujourd'hui, on n'a pas les mêmes comportements et ils sont impliqués par la société, le système dans lequel on vit. Donc forcément, on est d'origine hispanique, on ne va pas avoir le même vécu que quelqu'un qui est un afrodescendant, qui est d'origine asiatique vivant en Europe. Est-ce qu'il est adopté? Est-ce qu'il vit avec ses parents? Depuis combien de générations? Est-ce qu'il vit dans un quartier à risque? Est-ce qu'au contraire, il vit dans un quartier bourgeois? En plus, moi, je suis belge et l'expérience de vie en France, je sais qu'elle diffère sur pas mal de choses. Donc voilà, il y a eu toutes ces questions qui sont ressorties. Et ce qui est ressorti de cette discussion avec cet ami, c'est que dans les sources que j'ai utilisées, je lui ai dit, forcément, il y a des thématiques qui me touchent, donc j'ai utilisé aussi mon vécu. Et elle m'a dit, ça, tu ne peux pas faire.
parce que ton vécu n'est pas le même que celui des gens dont tu traites l'histoire. Sur le principe, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'en tant qu'auteur-autrice, de toute façon, on écrit selon son prisme à soi, quoi qu'il advienne, le choix des mots que l'on pose. Et donc là, je me suis dit, OK, donc première chose, c'est penser au narrateur. En fonction du narrateur que je vais utiliser, il y a des phrases que je vais pouvoir mettre qui vont être le reflet de ce que moi je veux dire et d'autres que je ne vais pas pouvoir utiliser parce que ça va être des biais. Si je rentre dans un narrateur en jeu, alors là, n'en parlons pas. Et donc, on va revenir justement sur Hanafuda. En discutant avec cet ami, j'ai réalisé que j'avais tendance à écrire trop en confiance, ce qui me permettait d'avoir ce rythme parce que je me mettais dans mon histoire et je me disais, c'est bon, c'est mon histoire, je la gère, je l'écris comme je l'entends. Et je n'avais pas forcément cette habitude de venir refaire des recherches pendant l'écriture, même si parfois je l'ai Ce fait qu'on pour conseille même Hanafuda. pas forcément en fait à un jeune auteur. Moi, je sais que dans le cadre de la formation Lika, un des conseils que je donne, c'est ne vous laissez C'est ça. pas happer par des recherches pendant que vous êtes dans la phase d'écriture. En gros, ne vous laissez pas interrompre en fait quand vous êtes lancé dans le premier jet par des recherches. C'est ça. Et du coup, c'est poser la question de mais comment je retravaille un premier jet. Je me suis demandé, moi, jusque-là, comment j'avais retravaillé mes premiers jets. Et j'ai repensé à Hanafuda. Je me suis dit, si j'avais dû publier Hanafuda aujourd'hui, probablement que je ne l'aurais pas fait. Alors qu'il est sorti qu'en 2018. Mais j'ai vraiment eu la sensation, en étant sur les réseaux sociaux, en communiquant avec des gens de plus en plus d'origine, de minorités, de classes sociales différentes, etc., en voyant tous ces témoignages et justement cette réflexion sur est-ce qu'on peut vraiment écrire sur tout? Est-ce qu'on est légitime pour écrire? Ah, ça, c'est une question intéressante. Et je trouve que c'est une question intéressante dans le fait qu'elle nous arrive en France ou en Belgique, en Europe, maintenant aujourd'hui. Alors, tu me fais penser à une expérience que j'ai eue pas plus tard qu'il y a moins d'un mois. J'ai de la famille aux États-Unis et j'ai une de mes cousines qui est venue avec son fiancé nous rendre visite. Et son fiancé, il est scénariste pour la télévision. Et lui, du fait que justement, il fait partie de la communauté trans, il est souvent appelé comme sensitivity reader ou en tout cas comme un espèce de consultant en fait sur les questions trans pour les séries Netflix et des séries d'autres groupes de streaming en fait. Et c'était marrant parce que donc outre ce boulot de scénariste, il fait aussi des ateliers d'écriture. Et comme on discutait d'écriture, de l'ICAR, de tout ça, il m'a posé la question de est-ce que les auteurs en France, ils se sentent légitimes à parler de choses, enfin, ce qu'on vient de dire là, du fait d'avoir des personnages principaux dans des communautés gays alors qu'ils sont eux hétéros, ou de parler de personnages trans ou de personnages noirs. C'est vraiment un discours qui est au cœur, pas qu'en ce moment d'ailleurs, mais on en entend beaucoup parler en ce moment, des préoccupations des auteurs américains. Et il disait que lui, il était justement, pas triste, mais un peu perturbé par le montant de censure que se mettaient les jeunes auteurs qu'il avait dans ses cours d'écriture créative. Et que tous ces jeunes auteurs qui suivaient dans ses cours, quand il discutait avec eux de ces problématiques-là, ben, tous disaient qu'ils n'étaient pas trop sûrs d'eux, ils se sentaient illégitimes, ils avaient peur, en fait, c'était vraiment le mot, ils avaient peur d'avoir des personnages gays, par exemple, si eux n'étaient pas de la communauté LGBT, ou d'avoir des personnages de couleur si eux étaient pas de couleur, étaient blancs, parce que ils avaient peur qu'on leur dise qu'ils étaient illégitimes et qu'ils n'avaient pas à écrire sur ces sujets-là parce qu'ils n'avaient pas eu ces expériences-là. Et mon cousin, enfin, trouvait que c'était une mauvaise chose et que c'était une censure qu'il ne faudrait pas avoir en fait en tant qu'auteur. Et pour faire prospérer justement la littérature et surtout pour que tous ces sujets-là soient abordés d'une multitude de points de vue. Et on en avait conclu tous les deux qu'il y avait un équilibre à trouver très certainement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se censurer, il ne faut pas arrêter de... Enfin, ça c'est mon avis personnel. Après justement, notre invité, Laurent, tu me diras ce que tu en penses, mais moi et lui, on était d'un commun accord sur le fait que c'était pas forcément une bonne chose en fait, que de peur de la cancel culture, de peur
qu'on nous attaque en fait sur notre légitimité, on s'interdisait d'explorer tout un tas de sujets qui nous intéressent. Et parce que je suppose que si on est une femme hétérosexuelle qui va avoir envie en fait d'écrire sur la vie ou le parcours d'un homme homosexuel, c'est quelque part ça nous interpelle, ça nous intéresse et on veut faire quelque chose sur ça en fait. Mais que par contre on pouvait le faire d'une façon plus intelligente peut-être que certaines personnes ont pu le faire par le passé. On pouvait faire de manière plus bienveillante et plus inclusive en allant toquer à la porte justement de sensitivity readers, de gens qui étaient dans ces communautés-là pour avoir leur avis, leur raisonnement et ainsi de suite. Donc je sais pas ce que tu en penses, parce que tu avais l'air de dire quand je t'ai coupé pour mon long monologue que toi, tu as ressenti quand même cette perte un peu de légitimité et ce questionnement sur est-ce que vraiment je suis légitime à parler de ça ou à avoir ce personnage-là, ou est-ce que je t'ai mal compris? Non, c'est ça. Je me suis vraiment posé cette question de la légitimité. Alors aujourd'hui, évidemment, je suis plus nuancée qu'il y a 2 ans, enfin que l'année dernière, suite à mon échange avec cet ami qui s'est soldé par une réflexion profonde sur moi en tant que personne, en fait. Comme tu disais, qu'est-ce que je veux dire, à qui est-ce que je m'adresse et pourquoi est-ce que je fais passer ce message. Du coup, je me suis posé la question, moi aussi, de savoir pourquoi est-ce que les personnages que j'imagine depuis que je suis enfant, ce sont toujours des hommes Ouais, depuis. intéressant ça, comme question, tout à fait. Et j'ai très envie d'en parler parce que depuis que j'ai 8 ans, mon premier personnage de ma toute première histoire, c'était un homme hétéro, cis, blanc, adulte, la trentaine, qui était inspecteur. Et alors, pour le petit détail, parce que c'est amusant, il était inspecteur de police dans une ville translucide qui flottait dans l'espace et Ah, qui c'est était magnifique. Attends, c'est pas tout, qui était la cible d'attaques terroristes de putois de l'espace. Voilà, On comprend pourquoi tu es devenue une auteure de fantaisie. voilà. Et en fait, donc, moi, depuis que je suis toute petite, mes héros, ce sont des hommes. Je suis fan de Bob Moran, je suis fan d'Indiana Jones, j'aimais beaucoup James Bond à l'époque, j'adorais Peter Pan. Et avec ma sœur, on racontait beaucoup d'histoires, on jouait au Playmobil, etc. ensemble, on a joué très longtemps ensemble. Et quand on racontait des histoires, elle et moi, on était toujours des personnages masculins. C'était, voilà, on ne se posait même pas la question. Moi, je m'appelle John, toi, tu t'appelles Nathan, et on est des enfants et on vit dans la forêt sans nos parents et il nous arrive plein d'aventures. Et donc, il y a eu Harry Potter aussi que j'ai lu, où de nouveau, c'était un personnage masculin. La trilogie des étoiles, c'était un personnage masculin. Donc, pour moi, un héros, ça devait être un garçon, tout simplement. Je pense, j'en étais arrivée à cette conclusion-là. À l'adolescence, j'ai commencé à écrire, à raconter des histoires avec une de mes meilleures amies. On faisait un peu de la fanfic comme ça. On passait la soirée à se faire du roleplay comme si on était dans l'univers d'Harry Potter. Et elle a toujours été intéressée par les garçons. Elle s'intéressait énormément aux garçons. Et donc, on avait créé des personnages féminins, des OC, comme on dit, Own Character, en fanfic, et on les faisait sortir avec Harry et Ron. Évidemment, moi, je sortais avec Ron, j'ai eu moins de chance, hein, mais voilà. Et du coup, en plus, pour moi, le personnage féminin, c'était soit l'intérêt romantique d'une histoire, soit c'était une héroïne, mais qui avait des caractéristiques masculines, c'est-à-dire qui était courageuse, qui était forte, qui était endurante, qui avait des pouvoirs, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, etc. Donc, ce qu'on associait à l'époque à des caractéristiques dites plus masculines. Donc, j'ai toujours eu une forme d'identification davantage à un caractère masculin que féminin. Paradoxe, mon héros, c'est Jared, il a la trentaine, enfin il a 27 ans, il est bisexuel, mais ça c'est un détail et c'est même pas abordé dans l'histoire. Et de nouveau, c'est un homme. Pourquoi? Ouais, Toute mon adolescence, j'ai fait du jeu de rôle, je jouais des personnages masculins. ouais. Et et en fait, du coup, ben, c'est compliqué parce qu'on arrive en tant qu'autrice adulte et on a envie d'écrire des histoires et on ne se rend même pas compte à quel point on est matrixé. Et je pense que du coup, le sensitivity reading, il a au moins ça de bien, c'est qu'il nous force à poser des questions sur nos angles morts. Donc ça, c'est vraiment génial.
Par contre, c'est une relation très difficile à entretenir entre auteur et sensitivity reader, d'autant plus quand on est jeune auteur, qu'on n'est pas sûr de soi, qu'on a le syndrome de l'imposteur, de la page blanche, tout ce qu'on veut, on se remet en question et on se retrouve face à quelqu'un qui dit non, mais en fait, tu n'as pas compris mon vécu. Oui, Ça fait une sacrée claque quand même. tout à fait. Tout Ça à fait fait. une... Et du coup, on est un peu désemparé. Et donc, cette question de comment relire son manuscrit une fois qu'on a eu ce retour-là, est-ce que ça tient à une phrase? Est-ce que c'est une scène? Est-ce que c'est l'interaction entre deux personnages qui ne vont pas? Donc, je pense, si je réécrivais Anafuda aujourd'hui, je le ferais différemment. Pour certaines choses. Après, ce personnage de Hoshino, je le vis toujours en moi, il me rend visite de temps en temps, il me raconte sa vie, ce qu'il fait, mais peut-être que j'ai moins cette envie de le raconter parce que j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de plus intime aussi. Je suis dans une phase d'écriture où pour moi, ce que j'écris est très intime et dans tout ce que j'écris, je me dis, si quelqu'un le lit, en fait, il va voir qui je suis. Et il y a un peu cette crainte actuellement par rapport à ça. D'autant plus que dans l'univers dans lequel je travaille, ben, clairement, tous les personnages, ce sont des archétypes de bout de ma personnalité, ce sont des cristallisations de mon envie de succès, de mon envie de reconnaissance, de mon envie de fonder une famille, etc. Et donc, ça devient très intime et en même temps, c'est d'autant plus là maintenant que je me dis que ce que j'écris a un intérêt parce que du coup, il est le reflet d'un témoignage. C'est mon témoignage à moi qui passe à travers mes personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand je traite d'un personnage qui a vécu dans un quartier difficile, qui a vu euh, de la violence très tôt, qui a vu des situations familiales très compliquées, moi aussi j'ai vécu ça. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, ils ont divorcé quand j'étais adolescente, je suis partie à l'internat parce que ça n'allait pas avec ma mère, j'ai eu des gros problèmes relationnels avec mes parents. En plus de ça, ma mère, elle travaillait dans une ASBL d'aide sociale, donc je fréquentais toute mon adolescence, je fréquentais les quartiers pauvres de Bruxelles, je voyais ces gens en difficulté, j'ai été très touchée par leurs histoires. Et donc, j'ai envie, en fait, euh, plus maintenant, plutôt que de juste me lancer sur le personnage, mais vraiment de davantage faire ce travail d'aller rouvrir tous ces tiroirs de rencontres de ma vie et d'aller chercher dans les témoignages, les discussions très personnelles et intimes que j'ai eues avec plein de gens autour de moi, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui s'ouvre beaucoup et qui écoute beaucoup, en fait, de me servir de ça plus que de juste mes petits sentiments à moi, ce que moi j'ai envie de raconter. Donc, Anafuda, c'est quelque chose qui est beaucoup plus par rapport à moi. Et paradoxalement, je ne l'ai pas écrit dans ce but d'intimité, alors que ce que j'écris dans un but d'intimité maintenant me fait me dire que ça a d'autant plus de valeur pour un lecteur. Parce que là, Et on touche juste à la l'humain. remarque, Hanafuda, c'est de la littérature contemporaine. Et je trouve ça intéressant que toi, qui es principalement une autrice de littérature de l'imaginaire, finalement, celui où tu as le plus de questionnements et qui t'a demandé justement beaucoup de remise en question, c'était ton roman de littérature contemporaine, ce C'est qui ça. va me permettre d'enchaîner pour te demander ton actualité. Tu nous parles justement du projet que tu as maintenant. Où est-ce que tu en es? Tu as recommencé donc à avoir des envies de publication. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de leur Anne Brown Alors, prochainement? attendre, je ne dirais pas. Il vaut mieux ne pas attendre. Je suis un peu dans cette optique-là dans ma vie. Je préfère laisser le projet prendre l'ampleur qu'il doit prendre et lui laisser l'espace d'exister en tant que tel avant de le mettre dans des mains potentielles d'autres personnes. Malgré tout, bah, c'est un travail. Un, deux, trois. On pourra couper ça, sauf si au contraire ça fait rire tout le monde. Bref, donc je travaille sur ce projet depuis l'année dernière. C'est quelque chose qui est sorti assez spontanément et c'est un projet en fait vraiment euh, tentaculaire. Parce que donc le principe, c'est qu'on a un personnage principal qui est un petit peu donc l'archétype de ma personnalité spirituelle, sociale, qui a vraiment cette envie de penser, de rêve, de dessin, etc. Donc on commence avec elle et on va suivre son deuil par rapport à sa mère, sa relation difficile avec sa mère qui décède. Elle va vivre son deuil et en fait, à partir de là, elle va subir une transformation.
qu'on subit en général vers la trentaine, qui est ce que je vis aussi, se poser des questions sur est-ce que c'est la voie que j'ai envie d'emprunter, est-ce que je vis vraiment la vie que j'avais imaginée quand je suis sortie des études, si je pouvais faire autre chose, qu'est-ce que ça serait, comment sont mes relations avec mes amis, ma famille, etc. Et après, c'est un petit peu un effet boule de neige. Donc, dans le premier tome, on est centré sur Reva, puis dans le deuxième tome, c'est sa relation avec ce personnage bordelais qui est issu d'une cité. Et puis dans le tome 3, on plonge encore plus dans son histoire à lui, on rencontre ses amis à lui. Le tome 4, le tome 5 que j'avais imaginé, oui, ça va très loin, c'est ce que je dis. C'est pour ça, il faut que ça sorte en entier d'abord et après je verrai. Une saga, ouais, d'accord. Exactement. Et donc, c'est vraiment cette idée de faire des sauts de puce de personnage en personnage pour aborder des problématiques auxquelles moi et mes amis de mon entourage, de ma tranche d'âge aussi, sont confrontés et de pouvoir rentrer dans toutes ces questions tous ces questionnements personnels à travers des personnages qui ont des profils et des vécus différents du mien. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rentrer, j'aimerais beaucoup parler de ça, de rentrer dans l'affrontement de réseaux de valeurs parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui manquait dans mon écriture jusqu'à maintenant. Comme je le dis, j'avais envie de produire, j'avais pas envie de poser trop de questions, mais je me rends compte que pour avoir des personnages qui sont vivants, qui sont entiers, il faut qu'ils aient des valeurs, qu'ils aient des convictions, et c'est l'opposition de ces convictions qui va dynamiser les dialogues et qui va rendre aussi les dialogues intéressants et constitutifs à l'intrigue. Et donc là, je suis dans une démarche vraiment d'explorer tout ça. Et ce qui m'aide évidemment, c'est, comme je le disais, je passe ma vie avec mes personnages, ils sont dans ma tête tout le temps. Je fais la cuisine avec mes personnages, je fais mes lessives avec mes personnages et j'interagis avec eux dans ma tête et ça me permet vraiment de comprendre qui ils sont et c'est ça qui me donne aussi envie d'aller jusqu'au bout du projet à fond, de le développer à son plein potentiel avant de décider de ce que je vais en faire. Puisque, comme je l'ai dit, c'est de m'être posé la question de la publication trop tôt l'année dernière qui m'a amené à une succession d'échecs qui auraient pu ne pas être des échecs si j'avais été plus patiente au départ, si j'avais accepté de sortir de cette roue du hamster pour me dire, OK, j'ai un texte qui est écrit, qu'est-ce que j'en fais? Je le laisse reposer. Je n'ai pas laissé à ce projet le temps de reposer parce qu'en fait, il vient de mes tripes. Et donc, c'est ça qui me fait me dire, je dois aller jusqu'au bout avant de pouvoir le présenter au lecteur. Mais clairement, maintenant aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Je sais ce que j'attendrai potentiellement d'un ou une sensitivity reader quand je le ferai passer entre les mains de bêta-lecteurs, de relecteurs. Donc, c'est au final, je sens que je suis en train d'entrer dans une nouvelle phase de ma carrière, mais elle n'est pas encore prête. Ça marche. Elle n'est pas encore prête. Si nos auditeurs veulent rentrer en contact avec toi, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ou tu nous disais que tu avais fait un petit pas de côté quand même de justement de tout ça, mais est-ce qu'on peut encore te retrouver en ligne? Alors, je suis toujours présente sur Facebook, Instagram et Twitter, à chaque fois avec le pseudo Ella Braun, autrice, pardon. Et donc voilà, je publie de temps en temps des petites actualités. Sur Twitter, c'est plus parler de mon quotidien. Ah, aujourd'hui, j'ai écrit 1000 mots, c'était drôle, ou ce genre de choses. Sur Instagram, c'est plus du contenu par rapport à mon approche personnelle de l'écriture, par rapport à cette question justement de l'écriture cathartique, l'écriture développement personnel et l'écriture aussi spirituelle et avec une dimension un peu occulte. Et sur Facebook, je n'y suis plus trop active parce que j'ai trouvé, je me suis détachée petit à petit de ce réseau. Mais voilà, en tout cas, je suis encore présente et je compte bientôt me remettre à un peu plus d'activité et d'échanges avec les lecteurs. Merci beaucoup, Laurane, pour tout ce long et bel échange avec moi. Je pense qu'il y a beaucoup de pépites que nos auditeurs pourront récupérer de notre conversation. Je te souhaite que le meilleur pour la suite de tes projets, pour cette grosse saga que tu mets en place. Bonne chance. Merci. En tout cas, on a hâte même si tu ne nous donnes pas de deadline et de calendrier, peu importe, on a hâte de voir ce que tu vas nous proposer et d'avoir la suite. Tu n'hésites pas à revenir vers nous quand tu auras avancé sur ce projet.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, à vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à vous inscrire à la newsletter de l'ICAR si vous voulez des conseils d'écriture, des anecdotes d'auteurs et tout ce que Lucie Castel aura envie de vous raconter tous les vendredis. Allez sur licar.fr, licars.fr et n'hésitez pas à aussi aller voir notre offre de formation pour les auteurs. Je vous dis à très bientôt! Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.